Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler d'économie positive, pour vous parler d'économie d'avenir. Il y a un an, j'étais dans le Thalys, je revenais d'Allemagne, j'avais été visiter un certain nombre de nos usines là-bas, et j'entends une conversation passionnée dans le train, dont le thème est la pollution par les déchets. Et évidemment, en tant qu'acteur engagé de ces activités, je ne peux m'empêcher d'intervenir et je me joins à leur conversation. Et très vite, je perçois dans l'esprit de mes interlocuteurs ce qu'est le dilemme d'industriels comme nous. Et ils me disent, elles me disent en l'occurrence, vous, Suez, vous avez intérêt à ce que les déchets continuent à augmenter. Et donc les industriels comme nous ne sommes pas perçus a priori comme des acteurs capables d'être moteurs en vue de débarrasser la Terre de ses déchets. Et donc je prends conscience à ce moment-là du caractère peut-être un peu ambigu de nos activités, des activités que j'aime tant et qui sont si essentielles au bien-être de nos communautés. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. La révolution de la ressource est en marche et Suez y joue déjà un rôle prépondérant. Mais nous avons besoin de vous tous. Nous avons besoin de vous pour franchir un cap, pour mener la révolution jusqu'à son terme, et je vais essayer de vous expliquer comment. Comme mes interlocuteurs, d'ailleurs, vous pourriez être tentés par le rêve du zéro déchet. Un monde dans lequel on aurait réussi à éradiquer la Terre de ses déchets par des bouleversements de consommation ou de production. On peut le regretter, mais les déchets existent. Ils sont là, et en abondance. Et même si on assiste à une décorrélation entre production industrielle et production de déchets, décorrélation que j'approuve et à laquelle je contribue tous les jours, la société continue et continuera à produire des déchets. Et donc je pense que l'objectif que nous devons tous nous fixer, plutôt que le zéro déchet, c'est d'essayer d'augmenter le taux de réutilisation et de valorisation des déchets en vue d'obtenir le zéro déchet résiduel. Car dans mon esprit, le déchet qui n'est pas valorisé, c'est un gaspillage. Dans mon esprit, le déchet qui n'est pas valorisé, c'est la mesure d'un échec collectif. Ça veut dire que le tri à la source a été mal fait. Ça veut dire que la collecte n'a pas été efficace. Ça veut dire que l'usine de tri ou de valorisation n'a pas fonctionné correctement. Ça veut dire que nous n'avons pas été capables, tous ensemble, de réutiliser la matière première secondaire dans un cycle de production industrielle nouveau. Parce que la technologie n'existe pas ou qu'on n'a pas été capable d'assurer la traçabilité du flux. Le déchet non valorisé, c'est la mesure d'un échec collectif. Et si tel est le cas, pourquoi ne prendrions-nous pas aujourd'hui, tous ensemble, l'objectif de changer le monde ? Avec d'autres, bien sûr, nous réfléchissons à un avenir nouveau, un monde différent. Un monde dans lequel le déchet, c'est plus cette chose honteuse qu'on essaie, comme sur l'image, de cacher ou de mettre sous le tapis. Le déchet, c'est une ressource formidable. Et le déchet, c'est une ressource dont il faut que nous nous organissions. Le déchet, c'est une ressource qui a 5 caractéristiques. Elle est abondante, elle est bon marché, elle est transportable, elle est stockable, elle est durable. Encore faut-il que tous ensemble, nous trouvions les moyens de le valoriser en vue de fournir à nos sociétés des matières premières secondaires ou de l'énergie. Vous savez, les salariés de Suez, ils travaillent tous les jours à réfléchir à la valorisation des déchets que nous collectons auprès de particuliers, de collectivités territoriales, de clients industriels, et nous réfléchissons à la transformation en vue de fournir à nos clients les besoins qui sont les leurs, idéalement en boucle courte, des besoins matières ou des besoins énergétiques. Et ce processus de transformation, il est complexe, il est très complexe. C'est un défi pour nous financier, c'est un défi technologique, c'est un défi environnemental, c'est un défi social. Et pourquoi est-ce si complexe ? Parce que vous devez vous imaginer que les déchets que nous recevons, ils sont disparates, ils sont en petite quantité, ils sont hétérogènes, ils sont variables dans le temps et dans l'espace. Et nos clients, ils nous demandent d'avoir en sortie des processus, des produits qui sont extrêmement normés. Donc c'est un défi pour nous. C'est un défi pour nous et il faut que nous y travaillions. Mais c'est aussi un défi pour chacun d'entre nous. Il faut que nous inventions un monde nouveau. Et je vais essayer de vous décrire en quelques mots l'avenir auquel je songe.
Dans l'avenir tel que je l'imagine, ce sont nous, les citoyens, consommateurs, qui allons, par nos comportements, pouvoir influencer le système. Dans le monde tel que je l'imagine, nous serons tous éco-responsables. Dans le monde tel que je l'imagine, nous penserons éco-conception des produits, réutilisation. Nous défendrons tous ces concepts et nous exigerons la réutilisation de matières premières secondaires dans des processus industriels. Mais évidemment, ça nécessite un bouleversement des comportements. Nous allons devoir trier plus et mieux. Le tri à la source en France n'est pas suffisant du tout. Vous savez, la France a un objectif de limiter le recours au stockage à 10% en 2025. Très franchement, je pense que cet objectif est tout à fait atteignable. D'autant plus atteignable que d'autres pays sont déjà très au-delà de ça. Songez par exemple à la Suède et à la Finlande, le taux de valorisation des déchets dans ces pays atteint déjà 94%. Et songez même que les Suédois importent du déchet pour faire tourner leurs usines de valorisation énergétique. Vous imaginez un objet aussi honteux que l'était le déchet il y a quelques années, qui devient pour eux un véritable produit d'importation. Moi, je pense que pour nos enfants, pour mes enfants, la décharge sera demain aussi archaïque, dépassée, lointain que l'est pour nous l'image que l'on avait quand les gens jetaient les déchets par les fenêtres au Moyen-Âge. Mais je vous l'ai dit, il va falloir qu'on change nos comportements. Si vous pensez que nous trions suffisamment en France, vous vous trompez. Le tri à la source est un geste essentiel. C'est la base de tout. C'est le premier maillon de la chaîne. Et si je poursuis mon exemple suédois, sachez que mes amis à Stockholm ont 11 compartiments dans leur poubelle. Donc en fait, ça nous laisse vraiment songeurs. Avant 2030, Suez aura achevé sa mutation technologique. Grâce à des efforts de recherche et de développement, grâce à des partenariats avec des entreprises innovantes, des start-up, nous aurons inventé des formes nouvelles de valorisation. Avant 2030, grâce à des déchets, à partir de déchets, nous produirons du kérosène pour nos avions. Avant 2030, nous produirons des alcools pour l'industrie chimique. Avant 2030, nous produirons des fertilisants pour l'agriculture et des protéines contrôlées pour la nutrition animale. Mais tout ça, c'est un monde nouveau qui reste à inventer. Alors, il y a déjà des déchets qui n'en sont pratiquement plus. Il y a des déchets pour lesquels l'économie circulaire est déjà en marche et la circularité est pratiquement infinie. J'en ai fait figurer 3 sur ce transparent. Il y a les papiers cartons, le verre et les métaux. Si je prends l'exemple des papiers cartons, les fibreux, Suez en collecte et en tri environ 2,8 millions de tonnes. Depuis des générations, le geste de tri est installé. Il est assez facile d'isoler les papiers, de les trier, de les transporter, de les mettre en balles et de les vendre aux papetiers du monde entier. Et vous savez qu'il y a une consommation de carton qui a explosé avec le développement de l'économie numérique. Il n'y a plus un carton en Europe qui n'est pas produit à partir de papier non recyclé. Donc il y a des exemples pour lesquels l'économie circulaire est déjà en marche et fonctionne très bien. En revanche, il y a d'autres flux pour lesquels l'avenir est encore à inventer. Nous sommes au début de la courbe d'apprentissage. Et donc j'ai choisi pour vous illustrer ça de vous prendre un exemple qui est les déchets plastiques. Suez en collecte et en trie 400 000 tonnes en Europe, dont 150 000 seulement sont revalorisés, transformés dans nos propres usines. Donc, à contrario, il y en a 250 000 qui sont exportés comme tels. L'équation en matière de bilan carbone est ultra simple. Pour chaque tonne de plastique que nous parvenons à réutiliser en Europe, c'est 5 barils de pétrole que la France n'a pas à importer. Donc, c'est une économie qui, sur le papier, est extrêmement simple, extrêmement vertueuse. Et pourtant, le tri et la valorisation des plastiques, ça ne décolle pas. Pourquoi? Si je poursuis mon exemple, je vous ai fait figurer cette photo, notre dernière usine. C'est une usine ultra-moderne que nous avons construite à Maastricht, aux Pays-Bas, qui valorise des polyéthylènes et du polypropylène, donc des polymères, qui sont destinés à l'industrie du packaging non alimentaire. Donc nos clients, c'est structurellement L'Oréal, Procter & Gamble, Unilever. C'est l'usine la plus moderne d'Europe.
Nous y avons investi 35 millions d'euros et on a 45 salariés sur le site. Au moment de l'établissement du business plan, il y a 2 ans, cette usine était complètement viable. Je l'ai mise en service il y a 2 mois et elle perd beaucoup d'argent. Donc, est-ce qu'à votre avis, vous savez pourquoi une usine comme ça perd beaucoup d'argent? Il y a 2 raisons fondamentales. La première, c'est la chute brutale du prix des matières vierges, évidemment qui est corrélée à la baisse similaire du prix du pétrole. Et donc, il y a un moment où la matière recyclée coûte plus cher que la matière vierge. La matière recyclée, c'est un coût fixe. Les éléments de collecte et de tri sont des éléments de coût fixe qui ne sont pas corrélés au prix du pétrole. Et donc nos clients, même les plus avant-gardistes, nous disent c'est très bien, mais je n'ai pas envie de payer la matière recyclée plus cher que la matière vierge. Quelle est la réponse? La réponse, c'est il faut donner un prix du carbone raisonnable. Je pense que 30 € par tonne serait un bon point de départ. Et il faut que les pouvoirs publics incluent le prix du carbone dans la comparaison qui est faite entre le vierge et le recyclé. Deuxième explication, une complexité formidable des plastiques que l'on a à traiter. Et reconnaissons-le, cette complexité est liée à la volonté des producteurs d'emballages, 1, de réduire le coût de leurs emballages, et 2, de les rendre plus légers. Pourquoi? Parce qu'en les rendant plus légers, ils économisent sur l'éco-contribution qu'ils ont à payer. Et du coup, on se retrouve avec des plastiques pour lesquels la solution technique n'existe pas. Des pots de yaourt en polystyrène, des bouteilles de lait qu'on a opacifiées avec du noir de carbone. On ne sait pas isoler le noir du carbone du PET. Des bouteilles de ketchup dans lesquelles on met du silicone pour les rendre plus rigides. Ou alors des emballages multicouches dans lesquels on combine du plastique et de l'aluminium. Quelle est la réponse? La réponse existe. Mais qu'est-ce que je fais, moi? J'arrête l'usine? J'attends que le prix du pétrole remonte? Et ce faisant, je m'écarte de mon objectif qui est 100% de valorisation. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Si on veut atteindre les objectifs de Bruxelles en matière de valorisation du plastique, c'est 100 usines comme la mienne qu'il faudrait construire en Europe pour y arriver. Donc on est dans une aberration. Alors la réponse, elle est double. La première réponse, c'est qu'il faut que les professionnels de l'ensemble de la chaîne de valeur sur les emballages se mettent d'accord sur l'éco-conception. Je demande évidemment tous les jours aux producteurs d'emballage de ne pas mettre sur le marché des plastiques dont on sait qu'ils ne sont pas recyclables. La deuxième réponse, c'est fournir un déclic. Je vous l'ai dit, c'est vous, les consommateurs citoyens, c'est nous tous qui allons décider de la manière avec laquelle tout ça va s'organiser. Mais pour que le recyclage des plastiques ne soit pas un vœu pieux, il faut un déclic. Et on peut imaginer un déclic fiscal. Donc j'ai proposé au gouvernement qu'il y ait une TVA à taux réduite, voire même pas de TVA du tout, sur ceux des emballages qui comprendraient par exemple plus de 50% de matière recyclée. À l'heure actuelle, le recyclage des plastiques, ça ne décolle pas. L'Europe consomme 50 millions de tonnes de plastique, il n'y en a que 8% qui proviennent de polymères recyclés. En conclusion, mesdames et messieurs, à la question qui nous est posée, peut-on débarrasser la Terre de ces déchets? Ma réponse est claire, c'est oui. En Europe, tout du moins. Je pense qu'on peut essayer de tendre vers l'objectif de 100% de déchets valorisés. C'est un objectif ambitieux mais réaliste. C'est un objectif très exigeant. C'est mon objectif quotidien. C'est mon objectif et c'est celui des 38 000 collaborateurs de Suez qui m'accompagnent tous les jours. Mais vous l'avez compris, pour y arriver, on aura besoin de l'effort de chacun. C'est vous qui allez être les promoteurs de ce changement. Moi, j'aime bien le terme d'économie révolution de la ressource. J'aime bien ce terme parce que dans révolution, on entend 2 choses. On entend d'abord une période, la révolution. Donc c'est l'entrée dans l'économie circulaire. C'est la capacité que nous aurons à redonner une vie industrielle à des produits qui en ont déjà eu une. Et puis la révolution, c'est le bousculement de nos habitudes. Êtes-vous prêts à ce bousculement? Il faut que nous changions d'attitude. Donc s'il vous plaît, ce soir, demain, la semaine prochaine, chez vous, sur votre lieu de travail, posez-vous une seule question. Comment moi aussi je peux contribuer concrètement et positivement à la révolution de la ressource? Merci. Merci beaucoup, Jean-Marc.